C'est désormais une certitude, il faudra travailler plus longtemps en France pour toucher une retraite. Mais quand vous vivez plus longtemps, il y a un moment donné, vous devez passer plus de temps au travail. Si on arrive à une vie de 100 ans, on ne va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans. Il va bien falloir que d'une manière ou d'une autre, ça s'ajuste. Donc dans beaucoup de pays, c'est la voie qui est choisie. Selon le journal Le Monde, le Conseil d'orientation des retraites devrait annoncer 2600 milliards d'euros de déficit cumulé en 2050 s'il n'y a pas de réforme. C'est un chiffre extravagant dont personne n'a compris de quoi il était fait. Et c'est une présentation tout à fait fallacieuse qui est destinée à faire peur aux gens. Car il faudrait mettre en regard, si on cumule tous les déficits pendant 40 ans, il faudrait cumuler toutes les recettes pendant 40 ans. Et alors on s'apercevrait qu'on est dans les 80 000 milliards d'euros à cumuler, en supposant qu'il n'y ait aucune croissance. Donc tout ça, c'est fait pour intimider, pour faire peur. Il ne faut pas avoir peur. Le problème qui est posé, c'est un problème d'organisation et de répartition de la richesse qui est produite chaque année entre les générations. Voilà tout. Bon, les gens vivent plus longtemps, mais ils vivent plus longtemps justement parce qu'ils partent à la retraite plus tôt. Et si on les fait partir plus tard, que se produira-t-il? Eh bien, ils seront dans les années difficiles de la vie, parce qu'à partir de 63 ans, la maladie est plus fréquente dans l'existence. Et donc, ils mourront plus tôt. Je suis au regret de produire un argument pareil, mais celui qu'on produit est tellement absurde et tellement ridicule qu'il mérite quand même qu'on s'en moque. D'abord, il augmenterait les cotisations de manière à mettre à niveau les comptes. Et on pourrait sans doute aussi élargir l'assiette des prélèvements en l'étendant aux revenus financiers. Je pense en particulier que si on taxait les revenus de l'intéressement d'une part et d'autre part les stocks options, par exemple, ça fait rien que ça, 6 milliards de plus par année. Mais il faut bien dire une chose à tout le monde, la clé de cette affaire, c'est le plein emploi. Parce que plus il y a de monde qui travaille, plus il y a de cotisants et l'équilibre des comptes revient de cette manière. Ce que je dis est prouvé par nos résultats en 2002 et en 2001 où les comptes étaient d'équilibre parce qu'il y avait un retour à l'emploi. Donc il faut travailler dans cette direction, augmenter la part de la main-d'œuvre active. Par exemple, d'abord en ayant une politique d'emploi, c'est-à-dire de travail, il y a du travail socialement utile. Deuxièmement, en augmentant la part des femmes qui sont au travail, il n'y a pas de raison qu'il y en ait 14 points de moins que d'hommes. Et troisièmement, en équilibrant la possibilité pour chacun de cotiser au régime de retraite, je pense en particulier aux plus jeunes et aux étudiants, car c'est l'intérêt du pays que les gens étudient le plus et obtiennent les qualifications les plus élevées. Alors c'est pas juste de dire que du coup, ils vont être pénalisés au moment de leur retraite. Voilà. Chacun doit y avoir sa part, les syndicats organisent la mobilisation sociale, et notre devoir à nous, partis de gauche, c'est d'essayer d'aider autant qu'on peut faire à la manœuvre. Par contre, on a des responsabilités politiques. La première, c'est d'expliquer, ça notre parti va le faire, il produit des documents, il fait des réunions, il participe à des réunions avec d'autres. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, il faut que nous soyons présents dans les assemblées. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 13 juillet, c'est-à-dire le jour où s'achève la session parlementaire. Les amendements seront rassemblés pendant l'été, donc nos parlementaires vont devoir bosser pendant l'été. Et le texte devrait passer en discussion à partir du 7 septembre. Donc, ce que nous pourrons faire le 7 septembre, au moins à l'Assemblée nationale, c'est déposer une motion référendaire. Et nous ferons de même au Sénat. Et enfin, nous pouvons faire la démonstration que si la loi organique qui permet le référendum d'initiative populaire avait été déposée, nous serions en état de faire cette proposition. Pour ça, il faut trouver 185 parlementaires et 4 millions de signataires. Donc au boulot. Il faut maintenant ouvrir la brèche et se souvenir qu'en toutes circonstances, entre le capital et le travail, il y a un arbitre plus puissant que tous, c'est la souveraineté populaire. Ce qui est en commun entre ce qui se passe sous toutes les latitudes de l'Europe, sous tous les gouvernements, c'est la volonté que le peuple ne s'en mêle pas. Aux Grecs, aux Espagnols, aux Portugais, à tous et aux Français, on répète, n'y touchez pas,
vous êtes en danger de mort, ne vous en mêlez pas, nous savons ce qui est bon pour vous. C'est pourquoi, dans le registre particulier qui est celui d'un parti politique, qui n'est ni dans le travail d'un syndicat, ni dans celui d'une association, je crois que notre devoir est d'avancer le plus loin possible pour que cette dimension de la souveraineté populaire puisse trouver son espace dans ce débat.